Pascal Bonnefille. Philippe Salle. Imoscopie, un podcast Imo Week avec le soutien de Groupama Immobilier. Philippe Salle, on vous décrit comme un patron aimé et respecté pour ses réalisations financières. Vous avez une réputation de fonceur. Vous avez été, tout ça je cite des articles de presse, l'artisan du redressement d'Altran. Vous êtes l'homme des missions courtes impliquant le redressement des sociétés et j'en passe et des meilleurs. Vous êtes donc un homme qui n'est pas un homme de l'immobilier, c'est ce qui nous passionne aujourd'hui, alors que vous êtes à la tête du géant Foncia et même aujourd'hui du groupe Emeria qui est la grande holding qui regroupe l'ensemble des marques de cette belle maison. Alors, avant de nous intéresser à Foncia aujourd'hui et demain peut-être, on pourrait parler de votre parcours un peu fascinant. Vous naissez en 1965 à Lyon. Exact. Votre père est médecin, si je suis bien renseigné. Tout à fait. J'ai donc des renseignements qui sont bons. Et alors, vous devenez ingénieur des mines. Pourquoi ce choix ? Oh, c'est un choix, je dirais, presque par défaut quand on est jeune et quand on est doué en mathématiques et en physique. Oui, défaut pour faire les mines quand même. Il faut être un petit peu quand même... Non, mais j'ai toujours été très... Disons, des facilités en mathématiques et en physique, voilà. Tout le temps quasiment premier de la classe jusqu'en terminale. Et donc, c'est le parcours un peu classique d'un enfant qui a des facilités dans les matières scientifiques. Et donc, je suis allé faire une prépa au lycée du Parc à Lyon. Le meilleur lycée de Lyon. Voilà. Et puis, du coup, j'ai intégré les mines 2 ans après. Voilà. D'accord. Donc, vous faites les mines. Est-ce qu'à l'époque, l'idée, c'est... c'est un parcours classique, voilà. Est-ce que vous avez une folle envie d'être ingénieur ? Quelle est... Envie d'être ingénieur, oui, parce que voilà, j'aime tout ce qui est matière scientifique. Je trouve ça passionnant. J'avais déjà en tête quand j'étais jeune que mon souhait était à un moment de diriger des entreprises. Voilà. D'accord. Donc vous auriez pu faire HEC, mais... Oui, je pense que ceci dit, j'étais plus fait pour faire une école d'ingénieur qu'une école de commerce, où j'avais peut-être moins de culture générale. D'accord. Donc là, on me dit que pendant que vous êtes ingénieur des mines, je crois qu'il y a toujours on fait des stages et et que vous faites un stage à l'usine Citroën de Rennes, si j'en crois mes confrères du Monde qui vous avaient interrogé. Vous êtes très bien informé. Mais oh là là, on essaye. Et donc là, il y a un peu un choc là, non ? Oui. Ce choc, c'était à l'époque, donc ça devait être en 1987 pour être très précis. Et en fait, les ingénieurs étaient en blouse blanche, voilà. Les contremaîtres étaient en blouse bleue, les ouvriers, bien sûr, étaient en tenue de travail. Et il y avait, je trouve, un peu une dichotomie entre les deux mondes. Voilà, c'est ça que j'ai ressenti à ce moment-là. Déjà qui s'inscrivait, ne serait-ce que dans l'habillement, déjà. Déjà dans l'habillement, déjà aussi dans la cantine. Et voilà, les places étaient un peu réservées, tout ça. Voilà. Et ça m'a un petit peu interpellé. Voilà. Et je trouvais que c'était un peu dommage. Et donc, effectivement, une des choses que j'ai faiaites, c'est que j'ai mis une blouse bleue à un moment. Ça a dû faire un peu de bruit. Oui, ça fait un peu de bruit. Là, on franchissait les... Voilà. Et surtout, en fait, pendant le mois d'août, à l'usine de Rennes-la-Janet, en fait, l'usine s'arrêtait à cette époque pour faire ce qu'on appelle les grandes maintenances. Et donc, c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai décidé d'être avec les équipes, les ouvriers, les contremaîtres, pour essayer de voir, comment on maintient un outil industriel dans la partie où j'étais, qui était ce qu'on appelait l'atelier de ferrage. Voilà. Alors j'ai l'impression que ça va être une constante dans le parcours dont on va parler, c'est que vous aimez bien d'abord franchir un peu les barrières classiques et puis un peu voir les troupes, c'est-à-dire ne pas rester au dernier étage, il y a un dernier étage, etc. Et que vous allez bien aller au contact, non ? Oui, je pense qu'un patron doit être sur le terrain. Voilà, proche, c'est compliqué, après c'est en fonction du volume que l'on gère, c'est toujours la même chose. Voilà, quand vous gérez plus de 100 000 personnes, c'est impossible. C'est difficile de les connaître. Mais c'est évident que si vous restez dans votre bureau, on vous racontera des belles histoires. Voilà. Si vous voulez voir la vérité ou la réalité, et pas forcément d'ailleurs en bien ou pas bien, c'est pas le sujet, mais si vous voulez vraiment connaître ce qui se passe sur le terrain, il faut aller sur le terrain. Voilà. Et donc, le terrain, vous allez le labourer et d'une manière assez, là aussi, un peu étonnante. Vous commencez de manière un peu classique, vous entrez chez Total. Oui. Voilà, vous allez en Indonésie. À Bornéo. Alors, c'est comment l'Indonésie ? Alors, c'est Bornéo déjà. C'est Bornéo, d'accord. Donc, c'est pas vraiment l'Indonésie. Oui. C'est l'Indonésie, mais une ville qui s'appelait Balikpapan, pas de route quasiment. Enfin, voilà, c'est un peu la jungle, parce qu'en fait, c'est une forêt primaire. Hein, c'est la seule. Il y a que 2 forêts primaires dans le monde, si je crois bien, qui sont donc le Brésil et l'Indonésie. Et donc, les plateformes étaient à la fois dans la jungle et en mer. Mais les plus grosses plateformes étaient dans la jungle. On y accédait par hélicoptère aussi. Mais donc voilà, donc c'est un monde un peu... c'est la vie d'abord d'une base, où on était 400 ou 500, donc c'est une vie très spéciale, très
très les uns sur les autres, en fait. Oui, voilà. Là, on n'est plus dans un bureau. Exactement. Et c'est la vie aussi... c'est une vie assez complexe aussi, parce que voilà, les enjeux sont aussi phénoménaux. Voilà, c'était un très grand lieu de production pour Total, notamment dans le gaz. Il y a eu du pétrole à l'époque, mais c'est vrai que c'est plutôt des champs gaziers aujourd'hui. Et donc j'ai découvert la vie d'un jeune ingénieur de maintenance sur plateforme pétrolière, à la fois d'ailleurs en base et à la fois en plateforme. Voilà. Et alors qu'est-ce qui fait que vous allez changer vraiment En fait, j'étais dans le monde de la maintenance. Ce qui est marrant, c'est que la ségrégation existait déjà à l'époque aussi entre des fonctions. Moi, je voulais faire de la production. Je trouvais que c'était passionnant dans le pétrole d'être plutôt sur des plateformes et plutôt du côté de la production. Et moi, en fait, j'ai fait les 18 mois que j'ai resté à peu près là-bas, j'étais plutôt en maintenance. Et en fait, lorsque j'ai dit que j'étais prêt à rester, mais en production, on m'a dit non. Voilà. Et donc, moi, je voulais pas rester. Il n'y avait pas de passerelle entre ces deux mondes, c'est ça ? Je ne sais pas s'il n'y avait pas, ou je ne sais pas s'il ne voulait pas, ou s'il ne pouvait pas. J'en sais rien, franchement. Après, je me souviens plus. C'était en 1990, ça, pour le coup. Et donc, comme j'avais pas envie de rester en maintenance, je suis parti. Vous êtes parti. Donc, voilà. ça montre aussi votre caractère, qui n'est pas de se dire, je vais faire toute ma carrière dans cette belle maison, et tant pis si on me donne pas. Exactement. Alors, vous partez chez Accenture après. Oui. Et là, c'est aussi un autre monde. Là, alors là, c'est l'autre monde. Là, je passe de l'Accenture, mais du côté, effectivement, cette fois-ci, plutôt système d'information, pas la partie audit. À l'époque, d'ailleurs, ça s'appelait Arthur Andersen encore. Oui. Puis Arthur Andersen Conseil, puis Accenture. Andersen Consulting d'abord, pardon, et après Accenture. Enfin, moi, j'ai pas connu Accenture. Oui, c'est ça, c'est le nom actuel. Exactement. Et là, donc là, je suis rentré dans le monde, cette fois-ci, plus des ingénieurs, c'est clair. Donc, la partie informatique, où j'ai fait des très grosses missions. Voilà, donc une des grandes missions, c'était les Jeux Olympiques d'Albertville, sur lesquels j'avais été sur le système d'accréditation. Voilà. Et puis une autre très grosse mission que j'ai faite, c'est celle de Canal+, du refonte complète de leur système d'information. Et donc là, vous n'êtes pas encore tout à fait, vous êtes un manager d'équipe, mais pas encore un patron, on va dire. Vous êtes encore très jeune. Puis vous quittez pour McKinsey. Je quitte pour. En fait, j'aurais bien aimé commencer à prendre un PNL, mais à l'époque, je pense que le monde a un peu changé heureusement aujourd'hui. Donc là, on est en 1993. Vous êtes ingénieur, j'étais donc ingénieur dans le pétrole, puis après en informatique. En fait, on vous propose essentiellement des postes d'ingénieur dans l'informatique. Bon, et ça m'énervait un petit peu. Voilà. Donc je suis parti faire un MBA en fait. Voilà. En 93, je pars à Chicago. Oui, vous allez à Chicago. J'essaie de m'enlever un peu le costume de technique, voilà. Et d'apprendre des choses que je n'ai pas apprises, comme le marketing, comme la stratégie. Qui n'est pas inutile pour un patron. On est bien d'accord. Voilà. Et donc je reviens en 95 où là j'ai commencé à chercher des jobs de patron, mais j'étais trop jeune. Voilà. En France, on n'aime pas trop donner la chance aux jeunes, ce que moi j'essaye de faire aujourd'hui. J'avais 30 ans, et donc je me suis dit, une des façons finalement d'accéder à un poste de direction générale, c'est de passer par un cabinet de conseil en stratégie, où là on voit des choses, on côtoie des patrons, et donc c'est une ouverture possible. Et donc vous restez 4 ans chez McKinsey. Chez McKinsey, voilà. Et ensuite, là, vous devenez vraiment un patron, on va dire, au sens exact du terme. Vous prenez votre envol. Mon bâton de maréchal en 99. Voilà, chez Vedior. Alors, le nom n'existe plus aujourd'hui, c'est Randstad. Qui a été racheté par Randstad. Donc, voilà. Au 1er juillet 99, où on me confie les rênes d'une filiale, d'abord. Qui n'est pas très, très fraîche à l'époque. Non, en fait, la stratégie à l'époque était d'avoir des marques différenciées entre ce qu'on appelle l'intérim spécialisé, c'est-à-dire plutôt col blanc, et l'intérim col bleu. Et ils voulaient lancer une marque européenne sur le col blanc. Voilà. Et donc j'arrive en France, sur ce sujet-là, pour lancer la marque Expectra, qui est la marque qui avait été choisie à l'époque. En fédérant, on avait plusieurs sociétés en fait que j'ai fusionnées et changé la marque avec une feuille de route, bien sûr, de développer l'activité en France. Et ça marche, puisque vous passez de 150 à 500 millions de chiffre d'affaires, ce qui n'est pas tout à fait neutre. On aura fait qu'en croissance organique, quasiment. On aura fait vraiment, avec les équipes, un parcours incroyable. Exactement. Et vous, donc, vous êtes au début patron de Vedior France, puis ensuite Europe du Sud. Voilà. Et j'ai l'impression qu'on vous propose même Worldwide, si j'ai bien compris. On m'a proposé de passer le CEO Monde, au PDG Monde, peu importe, en français. En 2007, pour être très précis. Voilà. Et en fait, la société faisait 8 milliards, était cotée à la bourse d'Amsterdam. C'était quand même tentant, non ? Je ne savais plus quoi en faire de cette boîte. Non, mais en fait, j'avais fait le tour d'abord de l'activité. Je pense qu'en fait, il y avait une stratégie un peu plus, un peu plus osée qu'il fallait faire, qui était à mon avis d'abandonner le col bleu
et d'aller plutôt aller chercher vraiment un très grand acteur mondial de la spécialité. Sachant que dans les spécialités, il y avait vraiment les spécialités techniques, l'informatique, l'ingénierie, et puis tout ce qui est fonction support, la comptabilité, etc. Il y avait des acteurs très intéressants. D'ailleurs, Vedior avait racheté une société qui s'appelait Select Appointments en 99, qui était un spécialiste d'ailleurs vraiment du col blanc, mais qui était européen, et je pense qu'on pouvait en faire un acteur mondial. Voilà. Mais le board n'était pas très chaud là-dessus. Et donc là, on voit un des traits de votre caractère. C'est-à-dire que j'ai l'impression que si ça ne vous enthousiasme plus, vous n'avez pas envie de rester éternellement à des places pourtant intéressantes et enviables, que d'autres vous envient peut-être d'ailleurs. Oui, c'est possible. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de transformer. Et là, je voyais bien que la transformation allait devenir compliquée ou que le board ne suivrait pas. Parce qu'en fait, il fallait se séparer de 2/3 du chiffre d'affaires, ce qui est compliqué. Après, on en aurait racheté d'autres, c'était pas le sujet. Mais c'est une transformation assez massive, à mon avis, qui aurait été certainement bénéfique. Que finalement, quand je vois Randstad en France, celle que j'ai laissée en 2007 et celle qui est aujourd'hui en 2022, c'est grosso modo la même société. Voilà. Ce qui ne vous intéressait pas, vous vouliez changer. Alors justement, allons-y. Changeons. Et Géoservices, CIS. Je reviens dans le monde du pétrole. Voilà, là on repart dans ce monde-là. Alors une pépite française. Il y en a plusieurs en fait. C'est ça qui est étonnant d'ailleurs, c'est que la France est un terreau assez incroyable, notamment en société technologique. Notons toujours que dans le pessimisme permanent de tout, où on vous dit tout va mal, c'est atroce, c'est épouvantable, il y a quand même des formidables pépites. Voilà. Et des belles filières. Le nucléaire en était une, le pétrole en était une autre, avec notamment l'IFP, Total, bien sûr, etc. Et donc là, effectivement, société très technologique, disons... C'est un autre monde quand même comme fonctionnement, j'imagine. Voilà, c'est un monde très différent, parce qu'on était sur 70 pays, société mondiale, c'est-à-dire que là, notre activité est une activité mondiale. Voilà, on attaquait quasiment tous les pays et tous les clients. Donc en plus avec un staff qui est très mobile. Donc oui, ça n'a strictement rien à voir. Voilà, c'est rien à voir avec le monde de l'intérim. Et qu'est-ce qui vous a plu dans cette expérience je voulais reprendre en fait une casquette déjà plus internationale, plutôt mondiale. Et puis c'est la première fois que je devenais aussi quand même CEO d'une société. C'est-à-dire qu'avant j'étais patron d'une division, patron d'un pays, mais je n'avais pas encore le rôle d'un CEO d'un groupe. Voilà. Et donc là, c'est la première fois que je prenais ce rôle-là, qui est important, parce qu'en fait, là, vous reportez un conseil d'administration à des actionnaires, donc c'est très différent comme rôle. Et d'ailleurs, je pense souvent que des bons patrons de division ne font pas forcément des bons PDG. Et c'est l'éternel problème de la limite de compétences. Donc là, j'apprenais en fait le rôle de gérer un conseil d'administration des actionnaires, d'être patron, et en même temps, bien sûr, de gérer une entreprise. Mais j'ai presque envie de dire la gestion après est à peu près la même, simplement, et on passe un peu plus de temps, évidemment, avec son conseil. Voilà. Imoscopie, un podcast Imo Week avec le soutien de Groupama Immobilier. Et là aussi, ça va durer jusqu'en 2011. Alors, la différence, c'est qu'on a vendu la société à un géant qui est Schlumberger, qui a des origines françaises. Françaises, mais lointaines maintenant. Très lointaines, très lointaines. Et donc là, effectivement, après être dans un très grand groupe, mais pas être numéro 1, c'est pas mon truc. Voilà. Donc, j'ai dit que je restais 1 an pour faire l'intégration, ce que j'ai fait. Mais c'était écrit de toute façon que je partirais à un moment. Voilà. Et vous allez prendre la tête à nouveau. Là, on est bien d'accord que maintenant, vous êtes un patron, et patron clairement établi, et vous prenez la tête d'Altran, en bon français, on dit Altran. Altran. Oui. Et là, on se retrouve sur du nouveau, du conseil de la haute techno. On reste dans le monde technique. Oui, voilà. Très technique quand même, technique de haut niveau. Exactement. Voilà. Donc c'est plutôt un monde d'ingénieurs de nouveau. C'est ça. C'est pas très 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 loin de l'intérim sur une partie du business, parce qu'il y a une partie où, grosso modo, on met des équipes à disposition des clients, mais il y a aussi une partie où on fait des projets, donc on prend aussi la responsabilité, je dirais, de l'output. Mais là, voilà, société un peu moins mondiale que ne l'était Géoservices, qu'il fallait mondialiser plus, c'est pour ça qu'on a mis un pied aux États-Unis, qu'on a fait pas mal de choses, et société qui était un peu en souffrance, voilà. Historiquement. Qu'il est moins quand vous allez partir d'ailleurs, oui, je pense qu'on l'a très bien redressé avec les équipes. Encore une fois, tout ça, c'est des travails d'équipe. Voilà, donc j'étais plutôt bien entouré. Vous dites d'ailleurs, je le note, vous dites très très souvent on et non pas je.
Oui, parce que je considère qu'une réussite est forcément collective. Voilà, il y a forcément... Mais c'est comme l'autogestion, c'est bien, mais il faut qu'il y ait un chef quand même. Non, mais comme tout, c'est-à-dire voilà, il faut bien un moment qu'il y ait quelqu'un qui donne la direction. Voilà, parfois en se trompant, mais au moins vous la donnez. Oui. Il faut, voilà, je pense que le rôle d'un patron, c'est quand même d'avoir une vision très précise de son business et de savoir où il l'emmène et de le partager avec les équipes. Voilà, ça c'est le plus important. Après de s'entourer. Voilà. Qui n'est pas absurde. Alors, un mot justement, dans l'interview dont je parlais tout à l'heure à notre consoeur Élodie Sherman du Monde, vous disiez, en tant que patron, on n'est jamais sûr de prendre les bonnes décisions, mais le pire, c'est de ne pas en prendre. C'est clair. Voilà, donc ça a toujours été mon motto. Oui. C'est-à-dire qu'il vaut mieux prendre une mauvaise décision que pas en prendre. Et Parce que la mauvaise, ça se rattrape, tandis que l'abstention de... Non, je pense qu'il faut être en mouvement, en fait. Voilà. Oui. Tant pis si on ne va pas dans la bonne direction, mais au moins on est en mouvement. Je pense qu'il n'y a rien de pire que l'immobilisme. Je pense qu'il y a certains patrons qui ont du mal à décider, et je pense que c'est pas simple aussi, bien sûr, de prendre des décisions, de sachant que de toute façon, quand vous êtes patron, vous n'avez jamais 100% des informations autour de vous pour prendre des décisions. Voilà, ça serait trop facile. Oui, à ce moment-là, donc il faut forcément un moment, prendre des risques. Et ça, c'est vrai sans doute au-delà des patrons. Enfin, des patrons, on veut dire, ça veut dire du chef, comme dirait le général de Gaulle. Tout manager, oui, exactement. C'est vrai pour l'armée, mais c'est vrai aussi, bien sûr, pour les entreprises. C'est vrai pour les patrons d'entreprise, mais c'est vrai aussi pour les patrons, voilà, pour les divisions, les managers, etc. On a tous un moment, une partie d'inconnu qu'il faut un moment... Et là, Altran, vous prenez donc les bonnes décisions. Tout le monde dit que vous avez un excellent bilan. Bon. Et pourtant, vous allez partir. Alors, ça n'a pas été une décision simple, celle-là, pour le coup. Autant, je dirais, Géoservice, on avait vendu la société. Donc c'était écrit, voilà. Et puis c'était comme ça. La société Géoservice était trop petite dans un monde de géants, quand même. Altran, c'est un tout petit peu différent. C'est qu'en fait, j'en avais fait le job. Pour le coup, là aussi, j'étais un peu comme veilleur. Je ne savais plus très bien quoi faire de cet animal. Voilà, pas simple. Le coup suivant, c'était peut-être de faire un très gros coup à un moment dans une autre zone, notamment les États-Unis, ce qui a été fait d'ailleurs par mon successeur. Et je pense que la société n'était pas encore prête à l'époque, et donc donc je tournais un peu en rond, c'est vrai. Voilà, la société était redressée, on était au maximum de ce qu'on pouvait faire en marge. On pouvait continuer à faire plein de choses, c'est évident, mais pour moi, ça redevenait un peu de la gestion, de day to day, c'est pas mon truc. Voilà, et quand vous êtes dans la gestion, je sens que c'est pas vraiment, voilà. Et donc, vous êtes courtisé beaucoup. Ça y est, votre réputation de fonceur et de patron de très belle tenue est acquise. Et vous voici dans un tout autre monde, complètement différent, en 2015. Chez Elior, dites-nous un peu de ce grand mastodonte de la restauration collective. Voilà, donc en fait là, pour le coup, ce sont des fonds qui sont venus me chercher. C'était Charterhouse à l'époque qui avait la majorité du capital, qui avait mis en côté en fait le groupe un an avant, 2014, et qui avait besoin à un moment de prendre quelqu'un qui prenait l'entreprise et apporter un peu, un souffle différent, disons. Voilà. Après, chacun, encore une fois, ses forces, ses faiblesses. Et donc c'est pour ça que le challenge m'intéressait énormément. Alors c'est vrai que la restauration, c'est un autre monde que je découvrais, pour le coup, qui n'a strictement rien à voir. Non. Mais sur lequel il y avait, je pense, pas mal de choses à faire, notamment avec la technologie, qui était assez passionnant. Et d'ailleurs, on voit bien que, avec ce qui s'est passé avec la Covid, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer, qu'on avait déjà, nous, initiées, en fait. Voilà, donc en fait, c'était intéressant. Bon, alors évidemment, là, c'est un monstre, 120 000 personnes. Oui, c'est combien ? C'est 120 000 personnes. Ouais. Donc là, c'est plus compliqué, voilà, vous gérez... Et puis avec des qualifications très différentes, j'imagine. Oui, bien sûr, il y avait, je crois, 20 000 ou 22 000 sites. Ouais. Donc un site moyen, c'est quoi ? 4-5 personnes. Ouais. Donc voilà, donc c'est une société mondiale, mais effectivement, avec des fortes emprises dans certains pays. Et plus difficile à bouger, parce qu'en fait la taille est bien sûr ce qu'il y a de plus compliqué. Faut pas rêver. Quand on gère des sociétés plus grosses, c'est forcément plus compliqué. Voilà. Vous avez beau essayer de tourner le volant, c'est les fameux mammouths. Voilà, exactement. C'est pas simple, Donc à mettre de là, donc en fait l'idée c'était vraiment, j'ai commencé surtout un peu on était trop européens en fait, essentiellement sur 3 grands pays qui sont les pays qui ont été fortement touchés bien sûr par la Covid, la France, l'Italie et l'Espagne. Et donc, on a lancé vraiment la conquête des États-Unis. On était petits quand je suis arrivé, on faisait plus d'1 milliard quand je suis parti. Oui, ça fait une certaine différence. Ouais. Et voilà, et puis on avait commencé à mettre un pied en Inde, parce que je pensais qu'il fallait aussi à un moment commencer à se développer aussi en Asie, et l'Inde étant un pays avec beaucoup d'habitants, il y avait forcément beaucoup de choses à faire. Voilà. Avant que nous n'arrivions à l'aventure foncière, vous êtes maintenant dedans et au cœur.
Qu'est-ce qui est passionnant dans cette vie de patron? C'est les choix qu'on prend, c'est les aventures qu'on se crée, parce que là, j'imagine que prendre la décision d'aller dans des pays peut-être qu'on ne connaît pas totalement, et où on se dit, bon, il y a peut-être un enjeu, évidemment, mais enfin, c'est peut-être pas si facile. Est-ce que c'est le choix des hommes? Est-ce que c'est... ou des femmes, bien sûr, enfin, je veux dire, de ses collaborateurs. Qu'est-ce qui est le moteur quand on est un grand patron? Alors, pour moi, le moteur, c'est la transformation. C'est de se dire comment on va d'un point A à un point B, et comment je fais en sorte que les équipes suivent. Parce que parfois, c'est à rythme soutenu, on verra sur Foncia. Réputation de fonceur, je rappelle. Oui, c'est ça. oui, mais je pense qu'en fait, la vitesse dans une entreprise est primordiale. Voilà. Donc, la vitesse d'exécution. Parce que si c'est trop lent, ça se met pas en place. Non, mais c'est qu'il y en a qui iront plus vite que vous. Donc, c'est la chose. Après, on n'est jamais seul sur un échiquier. Heureusement, d'ailleurs. Heureusement, oui. La concurrence, c'est sain. Ça stimule. Et donc, si on veut à un moment aller plus vite que la concurrence ou essayer d'aller les surpasser sur certains sujets, il faut aller plus vite. Voilà. Donc, la capacité pour moi de mouvement est très importante. Le mouvement est important, mais la capacité, mais la vitesse est aussi très importante. Donc, vous êtes un vrai Gaullien. Parce que moi qui suis actuellement beaucoup dans les mémoires du général de Gaulle et dans ses notes et carnets, on sent bien qu'en matière militaire, c'est la même chose. C'est-à-dire que le mouvement. Si on se met derrière à l'époque, disons, la ligne Maginot, il y a forcément, on se fait battre parce que les autres arrivent avec des... Voilà, et eux avancent. Est-ce que vous êtes gentiment derrière? C'est formidable, c'est très agréable, mais en même temps, la ligne Maginot, c'est un peu mortifère. C'est ça le... Je suis complètement en lien avec ça, tout à fait. Ouais. Donc... Et ça marche très bien chez Elior. Et alors, de nouveau, un nouveau défi. Pourquoi Alors, ça marche très bien sur Elior. Bon, après, j'ai eu un petit différend avec le fondateur. C'est ça qui s'est passé. Moi, j'avais pas de velléité de quitter cette belle entreprise. Mais ça n'a pas été décidé comme ça. Et ce qui arrive aussi aux managers, c'est-à-dire c'est le sujet entre les fondateurs, les actionnaires et puis le manager. Il peut y avoir des sujets tout de même. Voilà, le conflit était quand même à un moment assez fort et franchement la vie est trop courte. Voilà. Oui. Et puis il y a un moment où de toute façon il y en a un des deux qui doit gagner. Donc, oui. Et puis gagner, pour les équipes c'est pas bien. Donc à un moment de toute façon ça peut pas continuer comme ça indéfiniment, ça n'a pas de sens. Voilà. Donc il vaut mieux qu'un des deux s'efface. Bon. Et en général, entre un fondateur et un manager, c'est souvent le fondateur qui gagne. Oui, pour des raisons relativement évidentes d'ailleurs. Oui. Donc voilà, donc j'ai tiré ma révérence. Et en fait, à l'époque, j'avais déjà la Caisse des dépôts du Québec qui était au capital d'Elior, que j'avais fait venir. Et qui était grande maison. Et qui était aussi actionnaire de Foncia. Voilà. Et qui, à un moment, m'avait dit écoute, puisque tu pars, il y a une opportunité, on cherche aussi un manager sur Foncia. Et donc, c'est comme ça que le go-between s'est fait. Alors, l'immobilier, j'y connaissais rien non plus. Mais oui, alors justement, vous me volez ma première question. Évidemment, l'immobilier, vous y connaissez rien, sauf que sans doute vous avez dû acheter un peu d'immobilier pour vous, mais c'est quand même une vision un peu différente d'être à la tête du leader, du secteur. Comment ça se passe à l'arrivée? Moi, j'ai l'impression que vous êtes un homme sans crainte, mais c'est peut-être une impression excessive, mais... Oui, c'est-à-dire que, sans crainte, c'est pas que sans crainte, c'est que je suis curieux. Voilà, donc je pense que chaque industrie a ses forces et ses faiblesses, est intéressante en elle-même. Il faut effectivement avoir un regard neuf, parce qu'il ne faut surtout pas arriver avec ce que j'ai fait avant, puisque ce qui s'applique dans certains métiers ne s'applique pas dans d'autres. Et moi, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est la transformation. Et là, j'ai vu que dans ce monde, c'est un monde qui était un peu... Oui, il faut pas obsolète, parce que c'est pas comme ça qu'il faut le nommer. Parfois fatigué, qui était quand même, disons, peu novateur. Voilà. Et là, je me suis dit... Dans une entreprise qui avait été très, très vivante et très... c'est clair, c'est une grande réussite française. Voilà. Jackie Lorenzetti. La seule chose que je m'étais juré en sortant d'Elior, c'est que je ne travaillerai plus jamais pour un fondateur. Voilà. Mais il se trouve que Jackie n'était plus actionnaire. Voilà. Donc c'est beaucoup plus simple. On a de très bonnes relations, on se voit souvent. Franchement, c'est un très grand pro. Oui, c'est un grand professionnel de l'immobilier et d'autres choses. Et de plein d'autres choses. Exactement. Un peu de rugby par ailleurs. L'avantage, c'est que il est sorti de Foncia. Oui. Il a en plus cette intelligence, je trouve, de dire je suis sorti, de toute façon, je n'ai pas grand-chose à dire, mais par contre, moi, je considère que c'est mon rôle aussi, bien sûr, de le tenir au courant et d'expliquer un peu ce qu'on est en train de faire dans cette belle entreprise. Et donc, c'est une entreprise finalement où la technologie n'était quasiment inexistante, comme d'ailleurs dans la plupart de mes concurrents.
Et je me suis dit qu'il y avait, il y avait certainement quelque chose à faire entre ce monde de l'immobilier qui est un monde passionnant et le monde de la technologie qui est quand même aujourd'hui une composante quasiment obligatoire. Alors, comment ça se passe dans une maison? Il y a beaucoup de monde aussi, parce que le groupe foncier... Alors, le groupe maintenant doit être 13 ou 14 000. C'est ça. Je pense qu'on sera peut-être même 20 000 avant la fin de l'année. En fait, c'est la même chose. La seule différence, c'est que j'ai décidé... Enfin, en arrivant, j'ai bien vu que de toute façon, nos systèmes étaient quand même assez obsolètes. Qu'on est dans un monde encore... très papier, très normé, etc. J'ai des fiches devant moi, j'ai honte. C'est pas grave, c'est la vie. Et tout ça, je me suis dit, à un moment, la technologie peut faire quand même, peut faciliter beaucoup de choses. Voilà. Et à la fois d'ailleurs pour nos clients, ce qui est très important, et à la fois aussi bien sûr pour nos salariés. Ouais. Voilà, donc c'est cette conjoncture en fait qui permet de se dire, voilà, on est dans un monde finalement qui a pas beaucoup évolué depuis sa création. Sans doute pas assez. Comme certains, voilà, et la technologie peut faire beaucoup de choses pour cette industrie, donc il faut y aller. Imoscopie, un podcast Imo Week avec le soutien de Groupama Immobilier. Qu'est-ce que la technologie peut changer dans ce monde du service, du syndic, de l'administration? La technologie, en fait, elle peut changer quoi? Elle peut d'abord, supprimer complètement le papier. C'est-à-dire que si vous voulez avoir votre... Donc là, vous arrivez en décembre 2017, exactement. Ça fait un peu plus de 4 ans maintenant, puisque nous sommes en janvier 2022 quand nous enregistrons. J'ai dit à mes actionnaires, en fait, en février-mars, il faut qu'on fasse tapis sur le système d'information, et il faut qu'on réécrive tout. Voilà. Mais on va le faire par une équipe digitale en partant des besoins du client. C'est ça qu'on a cherché à faire. Donc on est vraiment parti à la fois sur le syndic et à la fois sur la gestion locative, et aussi d'ailleurs sur la transaction, du besoin client, et c'est en fonction de ça qu'on a ensuite développé toute notre plateforme, qui est assez complexe, comme vous pouvez imaginer, parce qu'on a réécrit le système comptable et le système de front. Voilà. D'accord. Et là, les salariés, ça se passe comment? Parce que les salariés sont plutôt contents, parce qu'en fait, le système actuel est quand même lent. Souvent, avec une technologie qui a 20-30 ans, donc c'est un peu complexe. Voilà. Je vous passerai plein de détails. Oui, on va pas rentrer. C'est un peu fastidieux. Voilà. Donc en fait, le système, Millennium, qui est le nom de notre nouveau système, gomme grosso modo tous les défauts de la plateforme actuelle. Donc finalement, je dirais que ils sont contents, parce qu'en fait, ils passent quand même beaucoup moins de temps devant leur machine. Parce que finalement, avec l'ancien système, on a un peu sédentarisé nos équipes, ce qui m'en est une très mauvaise chose, plutôt que de les mettre sur le terrain, notamment pour nos gestionnaires qui devraient passer du temps avec les clients. Voilà. Et donc, en fait, la technologie, finalement, mon objectif, c'est de donner de l'humain, au contraire. Voilà. Donc c'est les deux en même temps. C'est-à-dire qu'en même temps, il y a beaucoup de digital et beaucoup de... Voilà. Mais en même temps, il faut qu'il y ait un rapport au client et il faut qu'il y ait de l'intuitif personnel. Entre, les présidents de conseils syndicaux, les conseils syndicaux et nos gestionnaires, bien sûr les bailleurs et nos gestionnaires. Et le temps de Covid n'a pas facilité les choses, évidemment. La Covid nous a ralenti, en fait, tout simplement. Sûr. Voilà, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on va lancer le déploiement de notre système en juillet. Et j'ai pris, grosso modo, avec la Covid, à peu près 1 an de retard. 1 an de retard, c'est ça. Parce qu'en fait, les agences ont été vides, puis après, à moitié vides. Voilà, c'est compliqué. Et quand on dit les agences, c'est combien? En France, c'est à peu près un peu plus de 500. Oui, c'est ça. Du côté, ce qu'on appelle syndic, administration de bilan, c'est à peu près 7000 personnes. On a fait le Big Bang sur la transaction ce mois-ci, donc le 3 janvier. 1400 personnes qui sont sur Millennium, ça y est. Donc voilà, et donc petit à petit, c'est en train d'arriver. Donc l'idée, c'est que début d'année prochaine, tout le monde sera sur Millennium. Et l'objectif final, c'était que vraiment, pour le client, il ait son syndic ou sa gestion locative sur smartphone. Voilà. Il peut tout faire sur son smartphone. Il peut consulter, bien sûr, son solde. Bon, ça, c'est pas très compliqué. Il peut payer sur smartphone. On est en train de mettre une liseuse des convocations d'assemblée générale. Alors, sur smartphone, c'est un peu complexe, mais sur une tablette, c'est quand même plus simple. Il pourra voter sur son smartphone, soit... c'est légal. Bien sûr. Ça, le Covid a facilité aussi beaucoup les choses, parce que les gens ont pris l'habitude. Voilà, exactement. Voilà. Là, ça a été l'effet positif, ça, je pense. Il peut d'abord, effectivement, voter par correspondance, donc ça, c'est plus simple, mais il pourra aussi voter en séance sur son smartphone s'il veut, mais enfin, en séance, après, c'est toujours la même chose. Quand on a des petites AG, c'est pas très grave, mais on gère, par exemple, des immeubles de 2000 personnes, donc là, forcément, c'est plus compliqué quand il y a 500 personnes dans une salle. Bien sûr. Voilà, il peut faire des demandes sur son smartphone, on lui répond, enfin voilà. Donc, en fait, c'est vraiment l'idée, c'est qu'il ait des informations en temps réel sur tout ce qui se passe dans sa copropriété ou dans son appartement quand il est bien sûr bailleur, et qu'on puisse simplement au moins donner ces informations. Voilà. On a
3 grands principes qui sont réactivité, expertise et transparence. Et donc la transparence, c'est ça, c'est de pouvoir dire, voilà, tout ce qu'on fait, ils le voient, et on n'a rien à cacher. Donc ils voient les appels d'offres qu'on fait quand il y a des travaux, etc. Voilà, c'est ça vraiment l'objectif qu'on cherche. Donc ça, la technologie apporte ça, en fait. Voilà. Et donc, une transformation peut-être aussi de la manière dont le public voit la profession de syndic, qui est parfois un peu décriée, soyez honnête. Non, mais très décriée. Oui. Nous, comme tout le monde, voilà, hélas. Essentiellement d'ailleurs sur 2 sujets qui sont la réactivité et la transparence. Je pense que les gens comprennent bien l'expertise, même s'ils voient pas toujours parfois que tenir des comptes c'est pas si simple que ça pour une copropriété. Oui, toute personne qui a fait partie d'un conseil syndical peut quand même s'en rendre compte. C'est vrai. Voilà. Mais par contre la réactivité on n'y est pas, c'est clair. Et donc l'idée bien sûr nous c'est que la technologie va nous permettre de baisser les tailles de portefeuille, donc de rajouter un nombre de gestionnaires et donc de permettre simplement qu'il y ait un échange beaucoup plus nourri entre les conseils syndicaux et bien sûr Foncia. Et la transparence, comme je vous disais, c'est qu'en fait, il a sur son smartphone, il a accès à tous les documents de toute la copropriété et il voit grosso modo tout ce qui se passe dans la copropriété. Ouais. Et comment ça se passe, vos rapports dans ce monde de l'immobilier qui était habitué aussi à un fonctionnement plus avec des entités un petit peu plus petites, on va dire, que Foncia, pour ne pas dire c'est une litote. Et comment ça se passe, votre rapport? Alors, vous êtes adhérent d'un syndicat professionnel, vous êtes membre même du CNTGI. Voilà, du CNTGI. Oui. Donc, vous êtes impliqué dans... Je suis iconoclaste un peu. Enfin, bon parce que, en fait, on va vite, comme toujours. Voilà. La plateforme Millennium, ça a coûté 50 millions d'euros. Alors, c'est vrai que faire une plateforme comme ça, peu de gens pourront se permettre de le faire. C'est probable que le syndic du coin aura du mal. Aura beaucoup de mal. Donc, du coup, c'est pour ça qu'aussi pas mal de petits syndics se posent des questions, parce qu'ils voient bien quand même la vague arriver. Voilà. Pour le coup, la vague va arriver, c'est clair. Donc, ça va être cette année. Et ça va changer beaucoup de choses, en fait. Voilà. Oui, parce que je pense qu'une fois que vos clients vont être habitués à ce fonctionnement, ils vont sans doute être en demande ou dire à leurs amis quand ils voudront nous quitter, ça va être plus compliqué. Voilà, ça. Je ne dis pas que ça ne sera pas faisable, mais plus compliqué forcément, parce qu'ils auront simplement, on va les habituer en fait à avoir beaucoup plus d'informations. Bien sûr, fidélisation. Mais je considère que c'est le leader de montrer le chemin. Voilà. Donc entre guillemets, ça dérange certainement. Mais il faut que... Vous n'avez pas que des amis, mais ça vous êtes habitué? Non, mais ça, je regarde, ça m'est complètement égal. Vous n'êtes pas PDG pour avoir des amis, sinon il faut faire un autre job. Je suis là plutôt pour essayer de montrer justement que la profession justement est capable aussi de se renouveler, parce que c'est quand même un peu ça, qu'on n'a pas besoin non plus d'avoir des startups pour ça. Donc c'est ça, je pense. Mais le leader doit l'idée. C'est son rôle. Voilà. Quand je suis leader, ce que je dis aux équipes, quand vous êtes numéro 1, moi je regarde devant moi, pas derrière en général. C'est sûr que je vois pas grand monde, du coup, je vois pas mes concurrents puisqu'ils sont derrière. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment de tracer des chemins parfois un peu plus différents, disons. Voilà. Oui, alors comme vous dites, vous êtes un iconoclaste, donc dans ce monde du logement, habitué encore une fois à un fonctionnement plus... Comment ça se passe avec les différentes structures du secteur? Ça se passe bien, ils nous regardent un peu, ils nous disent voilà. Et les pouvoirs publics, comment ils vous regardent? Les pouvoirs publics, finalement, pour l'instant, vraiment dans le monde du service qu'est le nôtre, c'est pas trop leur sujet aujourd'hui. Voilà, je pense qu'ils ont d'autres problèmes à régler, qui sont un peu plus complexes, notamment le monde de la construction. On est bien d'accord. C'est en général ça que regardent les pouvoirs publics, d'ailleurs, soyez honnêtes. Exactement. Donc en fait, j'ai presque envie de dire, vous êtes tranquille, on va dire, entre guillemets. Tranquille. Enfin oui, il faut dire que la loi Eluer aussi, on a eu la loi Elan. Enfin, il y a quand même 2 lois successives qui nous ont quand même, Nous avons interrogé il n'y a pas très longtemps Cécile Duflot. Ah oui, très bien. Qui nous ont quand même, mis encore plus de bornes. Parfois, on me demande toujours quelle est la différence un peu entre la France, qu'on a un groupe maintenant de plus en plus européen. Voilà, la seule grande différence dans toutes les expériences que j'ai eues de ma vie, c'est que la France, c'est toujours plus compliqué. Voilà, c'est tout. Alors dans l'immobilier, sans doute... Et dans l'immobilier, ça n'échappe pas à cette règle. Voilà, est-ce qu'il y a une spécificité pour vous qui avez donc eu toutes les expériences dont on vient de parler, dans des mondes extrêmement différents et très très divers, est-ce que l'immobilier, c'est un peu à part, ou est-ce qu'au fond, ça se gère, une société de services se gère? Non, c'est rien de différent. Rien de différent. Les équipes sont très attachées, bien sûr, à leur entreprise, mais c'est vrai dans tous les métiers que j'ai fait. C'était vrai dans la restauration, c'était vrai dans l'ingénierie. Il y a toujours un attachement très fort à son secteur, à son métier, à son entreprise. Dans le monde du service, c'est très important. Voilà. Donc, il n'y a pas de différence pour moi. J'ai vu, par exemple, vous aviez signé une tribune dans un grand
journal, c'est une prise de position tout de même, ce qui n'était peut-être pas trop le cas dans vos précédentes fonctions. C'est-à-dire que le monde du logement, ça pousse quand même, c'est une question de société quand même assez rapidement, on est sur des sujets qui sont... J'ai touché dans ma carrière 2 grands sujets qui sont quand même la restauration, l'alimentation et le logement. Gros sujet, où d'ailleurs on voit que des ministres parfois vont de l'un à l'autre. Oui. Donc c'est quand même 2 sujets qui touchent le quotidien de tous les Français. Foncia touche quasiment 10% de la population française. 10%. On couvre énormément de monde, entre nos locataires, propriétaires, copropriétaires. Et investisseurs aussi. Et investisseurs, voilà. Et puis en fait, j'ai quand même décidé de finir ma carrière professionnelle dans ce monde-là. Voilà, donc je veux pas... Ça, c'est une info. C'est-à-dire que, parce que là, moi, je faisais des comptes. Je voyais à peu près tous les 4 ans Philippe Salle qui passait d'un autre à l'autre. Alors, décembre 2017, plus 4, ça faisait décembre 2021. Je me disais, je vais donc lui poser la question, c'est quoi le prochain? Donc, ça reste Foncia. Ouais. Donc, le prochain, c'est Foncia. C'est Emeria, en fait. Voilà. D'accord, oui. Alors, justement, disons un mot d'Emeria, qui vient d'émerger au tout début de cette année 2022. Quelle est l'idée? Alors l'idée, c'est qu'en fait, il y a deux tendances de fond. D'abord, c'est que mon objectif... C'est quoi Emeria, d'abord, disons? Donc Emeria, c'est le nom du groupe, maintenant. Voilà. Foncia reste la marque, reste une marque, pardon. Voilà. En fait, on a 2 tendances. D'abord, on devient de plus en plus international, et bien sûr, avec le conseil d'administration, j'aurais expliqué qu'on allait devenir un jour maître du monde. On est Ils ont dû être contents. On est numéro 1 en Europe et numéro 2 mondial, en fait, pour être très précis. Donc, on est en train de on a créé déjà ce numéro 1 européen qui n'existait pas. Et première chose, donc on est plus international. Et deuxième chose, la stratégie que l'on a, qui est la stratégie que j'avais appris chez Vedior, d'ailleurs, c'est qu'on est multimarque. Voilà. Donc Foncia est une marque, qui est la marque plutôt B2C France. On a une marque B2B qui s'appelle E7, qui est plus européenne, mais Reanovo est la seule marque en Allemagne, etc. Et donc, pour chapeauter tout ça, il faut que le nom de la holding ne soit pas le nom d'une marque. Voilà. C'est un peu comme Kering ou Stellantis. L'idée, c'était qu'on ait le nom d'un groupe qui, au-dessous de lui, effectivement, a plusieurs pays et plusieurs marques qui vivent soit l'une avec les autres, soit les unes indépendamment des autres. Voilà. Donc c'est ça vraiment l'objectif. D'accord. Et Emeria sera le véhicule qui un jour sera coté. Et oui, je pense que c'est ça. L'idée, On a aussi cette vision entre 2025 et 2030 de coter le véhicule. Voilà. Très bien. Et donc aujourd'hui, Emeria, c'est en termes de chiffre d'affaires. L'année dernière, on a fait à peu près 1,3 milliard de chiffre d'affaires. Cette année, on fera, je pense, un peu plus d'1,5 milliard. Oui, donc avec des perspectives de croissance assez fortes, si je comprends bien. En fait, croissance interne, croissance externe. Alors on fait les deux, c'est l'objectif. L'un ne doit pas se substituer à l'autre. Bien sûr. Mais toujours beaucoup d'achats Mais par contre, on rachète beaucoup. On rachète une société par semaine. Par semaine. En moyenne, voire tous les 6 jours. Un peu plus de 50, 60 par an. On en fait entre 60 et 70. Voilà. Et tout pays confondu. Donc on est numéro en Allemagne, ça y est. Quand je suis arrivé, on faisait à peu près 15 millions. Cette année, on fera plus de 100 millions. Voilà, donc on a fait bien sûr beaucoup de rachats. Oui. On a lancé du coup une marque qui s'appelle Reanovo, qui est la marque unique, avec E7, qui est la marque B2B, qui elle est une marque vraiment européenne. On est numéro 1 en Belgique. On a attaqué la Hollande, ça y est, donc début d'année. Voilà. Attaqué, t'as mot. On est rentré. On a une société qui fait 10 millions. Je comprenais. Et on va essayer de redevenir leader, parce qu'en général, quand on rentre dans un pays, c'est pas pour rester numéro 2 ou 3. Voilà. Et donc, on est déjà numéro 2 en Suisse. Et l'idée, comme on veut devenir déjà le leader européen, il faut vraiment qu'on mette un pied au Royaume-Uni, qu'on regarde actuellement. Toujours un marché un peu particulier quand même, celui très particulier, très différent, très proche en fait parce que j'ai regardé un peu le marché aussi américain, qui est très proche en fait du marché américain. Tout à fait. Avec des règles très différentes. Et on aura une stratégie plutôt Europe du Nord, donc après ça sera peut-être Danemark et tout ce qui est Scandinavie. Voilà. Ouais. Donc c'est des belles perspectives. Donc si je comprends bien, dans 4 ans, on peut se donner rendez-vous et nous parlerons toujours d'Emeria Foncia. Voilà, on aura tout. Voilà, donc dans 4 ans, je serai toujours le président d'Emeria. On fera à peu près 2 milliards, je pense, un peu plus. On sera cette fois-ci, pour le coup, vraiment le leader européen. On est déjà le numéro 1, mais là, on sera encore plus leader. Je pense qu'on sera dans d'autres pays, à peu près une dizaine. Et on va commencer à réfléchir à attaquer les US. Voilà, les US-Canada, qui va être le vrai sujet de la stratégie pour moi 2026-2030. Voilà, donc la deuxième tranche. Voilà. C'est pour ça que je vous dis que là, je me projette assez loin sur cette belle entreprise, parce qu'en fait, on est au début en fait de l'histoire. Voilà, en France, on a fait énormément de choses. On a capitalisé sur tout ce qui a été fait, sur une entreprise qui fête ses 50 ans cette année. Foncia a été créée en 1972. Et donc nous, enfin moi, ce que je cherche simplement à faire, c'est mettre de la technologie en France, grossir. Bon, on n'est plus très loin de la taille, je pense, optimum.
Et bien sûr, pour pouvoir avoir un niveau de service client qui soit inégalé. C'est vraiment ce qu'on va chercher à faire. On ne l'a pas encore, mais c'est vraiment ce qu'on va chercher à faire. C'est-à-dire, dans les 2-3 prochaines années, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Dans les 2-3 prochaines années, ça nous laisse encore le temps de nous revoir. Avec plaisir. Philippe Salle, merci. Merci, bonne journée. Imoscopie, un podcast Imo Week avec le soutien de Groupama Immobilier.